Bonjour, alors de retour pour le démontage du moteur. Là je vais attaquer donc ce qui reste sur le bloc moteur, c'est-à-dire l'arbre à cam, la pompe à huile. Ensuite je pense que je démonterai les cylindres, la culbuterie des cylindres. Et je vais aussi commencer à vérifier l'état de toutes les pièces pour voir ce que je garde et ce qu'il faut que je change. Alors avant de commencer, je voulais quand même vous donner quelques infos sur la littérature qui est disponible pour refaire ces moteurs, mais qui est même indispensable si vous voulez vous attaquer à la restauration du moteur. Alors déjà, en premier lieu, il y a la Bible, hein, c'est le manuel d'atelier fait par Panhard. Donc on en retrouve des versions, des copies, alors c'est même vendu, hein, des copies du manuel d'atelier, des photocopies. Voilà, donc là c'est vraiment la Bible, vous avez toutes les informations importantes. Alors celui des premières DINA et pas les manuels d'atelier des DINA, des premières DINA, DINA Z1, et ils sont pas, c'est pas forcément les plus fournis. Alors, ils sont quand même indispensables, mais ceux sur le manuel d'atelier de la PL17 est beaucoup plus détaillé. Il y a beaucoup plus d'informations dedans. Mais bon, ça reste pas moins que il faut avoir ça pour avoir toutes les informations pour bien restaurer les moteurs. Il n'y a pas que le moteur, hein, voilà, il y a même de la carrosserie pour la Z1, toute la partie électrique. Enfin bon, c'est vraiment indispensable. Bon, mais ça, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'astuce, il n'y a pas vraiment de méthode de démontage, à part peut-être dans la version de la PL17. D'ailleurs, ça, vous le trouverez en téléchargement sur le forum, hein, dans la section bibliothèque. Voilà. Sinon, moi, ce que je trouve vraiment super bien, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est ce numéro hors série de gasoline sur la réflexion moteur et boîte Panhard. Donc je pense que c'est une compilation d'articles qui étaient parus dans le magazine à l'époque. Et vraiment, c'est vraiment super parce qu'il y a. Donc c'est vraiment très bien fait. Il y a des photos pour chaque étape. Il y a des conseils. D'ailleurs, vous retrouverez, je pense, pas mal d'infos que je vous ai données dans les vidéos. Et donc moi je trouve que c'est le meilleur guide. Il y en a d'autres, hein. Il y a le guide de l'ermite, c'est un vieux guide qu'on trouve, enfin qui n'est plus réédité, mais qu'on peut trouver, on peut en trouver des copies. Mais celui-ci vraiment il est complet, en plus il fait la boîte, et ça c'est assez rare, surtout que dans le manuel d'atelier c'est pas forcément très explicite, tout ce qui est toute la partie boîte. Moi j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai commencé la Panhard, j'ai travaillé avec ça. Et pour la boîte, c'était vraiment. Il a fallu que je relise des dizaines de fois avant de comprendre ce qu'il fallait faire. Donc ça c'est vraiment bien. Je pense que c'est encore vendu, donc n'hésitez pas, hein. C'est 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 un document à avoir si vous attaquez la mécanique Panhard. Voilà. Bon, là je vais sortir l'arbre à cam. Alors pour pouvoir le sortir, là ça, on ne peut pas le sortir comme ça, il faut retirer là, ce couvercle ici là, des poussoirs, des tiges de culbuteur, parce que ça l'empêche de sortir. Donc je vais commencer par démonter ça. Alors toujours en faisant attention de ne pas abîmer le plan de joint. Alors là c'est bien collé quand même. Bon, je vais nettoyer parce que j'y vois rien là.
Voilà, on voit un peu plus clair. Bon, c'est un peu plus dur que ce que je pensais. Donc je vais y aller avec un démonte-pneu là. C'est quand même bien collé. Ah voilà, ça y est. Voilà, ça sort. C'était vraiment bien collé. Ah, ils sont en deux parties ces modèles là. Je crois que il me semble que après ils étaient en un seul morceau. Là ils sont j'ai l'impression qu'ils sont en acier. Ouais. Il me semble qu'après ils étaient en alu, ils étaient en un seul morceau. Enfin bon, ça change pas grand chose. Mais là ils sont vraiment durs à sortir. Et je veux surtout pas abîmer le plan de joint. Vraiment pas facile. Vraiment pas facile à sortir. Elles sont super longues. Alors, par contre le poussoir lui-même est en alu. Bon, il faudra bien nettoyer tout ça. De toute façon il fallait que je le sorte pour les nettoyer. Hein, parce que comme il y a des roulements de vilebrequin qui ont explosé et qui sont émigrés un peu partout dans le moteur, et de toute façon il faut absolument que je sorte tout et que je nettoie tout pour retirer toute la limaille. Voilà, donc je vais sortir l'autre. Donc c'est pas fait pareil que sur les modèles d'après. Hein. Les modèles d'après ils ont un couvercle qui est beaucoup plus petit. Et en un seul morceau. J'ai repéré les droites et gauches. Bon là avant-arrière je peux pas me tromper. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la partie gauche du moteur, la mettre dans une caisse à part et la partie droite dans une autre caisse pour pas les mélanger. Hein. Bon, heureusement que j'avais un réceptacle. C'est vraiment pas facile à retirer ces poussoirs. Hein. Bon, même chose de l'autre côté. Alors, je me suis aperçu qu'une fois il faut les faire un par un déjà. Il faut les décoller un par un avec un démonte-pneu par exemple, ou un gros tournevis. Et une fois qu'ils sont décollés, en fait, en les tirant à la main bien en l'axe, ils viennent tout seuls. Donc voilà, je me suis mal pris tout à l'heure. Une fois que c'est décollé, en fait, en les tirant bien droit, ils sont pas si difficiles que ça à sortir. Ok, bon, donc là, maintenant je vais pouvoir sortir l'arbre à cam. Voilà. Alors on va inspecter ça en détail. Regardez s'il n'y a pas de marque d'usure. Donc là c'est quand même bien lisse, même si on voit quand même des traces d'usure. Il n'y a rien de bien grave. Il n'y a aucun marquage sur cet arbre à cam. Donc là par exemple c'est impossible, si je le mélange dans un stock, de retrouver lequel c'est. Petite remarque, souvent les marquages sur les arbres à cam, ils sont trompeurs. Hein. Des fois c'est marqué S ou T et en fait, donc c'est Jean-Paul qui a fait un super banc de test pour les numériques.
un banc de test numérique pour les arbres à cames, qui m'en a testé 4 ou 5. Et il y en avait certains qui avaient des marquages T et S, enfin S, peut-être pas T, mais S, et qui en fait n'étaient pas du tout des arbres à cames tigres. Bon, la pompe à huile maintenant. Alors je vais finir la vidange parce que je pense qu'il doit rester encore un petit peu d'huile. On va laisser couler tranquillement, j'ai pas envie de mettre de l'huile partout sur l'établi. Bon, on va retirer la trappe. Ouais, bon. Je suppose que ça c'est de la bouillie de vilebrequin. Voilà ce qu'il y a dans le fond du carter, donc c'est pas joli joli. Bon là la trappe elle s'est décollée de toute seule là, sans problème, mais ça peut arriver qu'elle reste collée. Donc faut bien faire attention quand on essaye de la décoller, de le faire au niveau des goujons, là, au niveau des fixations. C'est pour éviter de tordre la plaque. Il faut le faire par petits coups de chaque côté. Voilà. Bon, ben, je vais retirer la crépine. Bon, c'est chargé de limaille là aussi. Bon, heureusement les plus gros morceaux ont été filtrés. C'est vraiment le minimum minimorum comme filtrage. Bon. Donc derrière il y a la pompe à huile. Pas faire tomber la rondelle dans le fond du carter. On va utiliser notre aimant fétiche. Voilà. Et putain, voilà, je l'ai fait tomber dans le fond. Voilà, heureusement que facilement récupéré avec un aimant. Bon, il ne reste plus qu'une rondelle. Voilà. Bon, je pose ce couvercle. Et donc la pompe à huile est juste derrière. Voilà. Bon, on voit encore la limaille, hein, il y en a de partout. Hein. Oh là là. Ah, c'est carrément des morceaux là. Il faudra bien que je vérifie cette pompe quand même. Bon allez, je vais aller à la pêche. Au gros. Je vais balader mon aimant dans le fond du carter, on va voir ce que ça donne. Voilà, bah de la limaille, encore de la limaille. Hein. Bon, il va falloir faire un bon nettoyage. Et là, c'est carrément le gros nettoyage.
C'est vrai que mettre un aimant sur le bouchon de vidange, c'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Bon, je vais attaquer le démontage du cylindre. Donc on va déjà retirer les tiges de culbuteur. Alors là, pas besoin de les repérer, hein, elles sont de la même taille. Là, celui-là, il était déjà mal monté dès le départ. Maintenant, les couvercles des culbuteurs. Voilà. Donc là, le système est beaucoup plus simple que sur les modèles suivants, parce qu'il n'y a pas le système de rattrapage de jeu hydraulique. Donc il y a juste un pivot et son culbuteur et c'est tout. Donc là, c'est très simple. Donc là, c'est juste un système d'écrou contre écrou. Sur les modèles avec le RJH, c'est un peu le même système, sauf que l'écrou est tout fin. Donc il faut meuler une clé pour pouvoir en même temps tenir l'écrou et dévisser. Donc c'est un outil à se faire, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce genre de clé qu'il faut se faire pour pouvoir dévisser le contre-écrou sur le système avec les RJH, les rattrapages de jeu hydraulique. Voilà, c'est une clé toute fine. Alors je vois que l'écrou est déjà bien marqué, ce qui veut dire que le réglage a été fait par le passé et mal fait, puisque avec une clé à fourche sûrement. Alors on retrouve encore le sigle E4 ici. Donc il y a ça sur le bossage du démarreur. Il y a ça sur le volant moteur. Ça doit correspondre à une série de moteurs S5. Il y a le G là, ça veut dire gauche, ici aussi. Et puis il y a ce E4. Il faut que je regarde dans la littérature à quoi ça correspond. Voilà. Vérifier si c'est pas marqué. Bon, ça a l'air bon tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est appairé, hein, donc faut pas les mélanger. On peut mettre un fil de fer pour les garder ensemble. Mais donc faut bien les ranger à part. Ok, bon c'est la même chose pour l'autre couvercle. Bon, je vais le faire. Je vais pas tout de suite démontrer les soupapes, parce que ce que je voudrais faire avant c'est décalaminer le fond du cylindre, là, la culasse. Donc je préfère le faire avant de retirer les soupapes pour pas abîmer les sièges. Voilà, bon, j'ai bricolé un petit truc là, tous les magasins de bricolage sont fermés, donc avec le confinement c'est pas évident. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est pas grave. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. Et avec cette brosse là aussi qui est plus fine. Ça c'était vraiment pour nettoyer le fond avec les soupapes. Bon, de toute façon le but c'est pas que ça soit nickel. Ouais,
c'est de retirer le plus gros. Et puis c'est surtout aussi pour que je puisse voir si c'est fêlé ou pas, s'il y a des fissures dans le fond entre la bougie et les soupapes. Alors, on va voir ce que ça donne. Ben, j'ai ma réponse. Hein. Il y a une fissure. On voit la fissure. Bon, bah, je crois que c'est mort. Hein. Ce cylindre-là, je pourrais pas le remonter. Ah, ça fait chier ça, par contre. Bon, bah, j'ai bien nettoyé et voilà le résultat. Donc c'est sans appel. C'est bien craqué et même des deux côtés. C'est fissuré des deux côtés. Donc là, malheureusement, ça commence à faire beaucoup le vilebrequin et les cylindres. Ça m'embête ça parce que je voulais quand même essayer de garder au maximum le look d'origine. Si maintenant le carter moteur est pas bon, j'ai pas trop ce qui va rester de ce moteur. Bon, je sais pas ce que je vais faire. Là, je suis un peu dépité là. Bon, alors j'ai regardé dans mon stock, j'en ai trouvé à peu près 2 qui sont potables. Ces deux-là, qui doivent provenir d'une PL17, je pense. C'est quand même des cylindres plus récents que celui d'origine, qui est celui-ci. Donc je suis obligé, je peux pas garder ce cylindre, hein, c'est pas possible. À cause de la fêlure qu'on a vue. Je vais prendre ces 2 cylindres. Mais ce que je vais faire pour essayer de me rapprocher de l'origine, alors même si on voit que il y a des différences, hein, là par exemple l'embase ici n'est pas du tout la même. Pour essayer de me rapprocher au maximum de l'origine, je vais reprendre tout ce qui est culbuterie des originaux. Parce que là on voit la différence en fait entre... Voilà, ça c'est l'original. Vous voyez le tube des barres de rappel ici, qui n'est pas du tout le même que là. Donc il y a aussi la partie rattrapage de jeu hydraulique ici. Donc les couvres culbuteurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc pour essayer de me rapprocher le plus de l'origine, je vais reprendre tout ce qui est culbuterie du cylindre d'origine et je vais le mettre sur les cylindres plus récents. Et aussi, l'avantage que j'aurai, c'est que je vais pouvoir mettre des échappements standards, enfin plus récents, que les échappements d'origine qui sont comme je vous ai dit, avec une collerette plus petite. Donc là, je me retrouve avec l'échappement avec la collerette plus grande et les goujons de 7 au lieu des goujons de 6. Donc donc je vais faire ça. Juste pour info, donc on a vu que les cylindres d'origine qui sont fissurés entre le puits de bougie et les soupapes. On comprend bien pourquoi. Là, si vous regardez l'épaisseur qui est entre le puits de bougie et les soupapes par rapport au cylindre d'après, on voit que Panhard il a corrigé le tir, hein, parce que ça n'a plus rien à voir. Là, l'épaisseur est là c'est beaucoup plus large, donc on ne peut plus avoir le problème avec ces nouveaux cylindres. Bon, c'est dommage, hein, on ne peut pas rester avec les cylindres d'origine, mais bon, si c'est pour refaire un moteur qui marche pas, c'est pas la peine, quoi. Ah oui, il y a aussi un autre intérêt de changer les cylindres. C'est que je vais devoir changer le vilebrequin, et donc je vais mettre un vilebrequin Tour Eiffel. Je ne vais pas remettre un vilebrequin comme celui d'origine, qui sont trop fragiles. Et si je remets un vilebrequin Tour Eiffel, je vais avoir un problème si j'avais gardé les cylindres d'origine.
c'est que le bas de la chemise ici est beaucoup plus large que sur les modèles d'après. Et ça c'est parce qu'en fait comme le vilebrequin Tour Eiffel est plus large, pour qu'il puisse passer, il faut que la chemise ici soit plus petite que sur les modèles d'avant. Donc de toute façon, si j'avais mis un vilebrequin Tour Eiffel, j'aurais été obligé de changer les chemises. Donc autant carrément changer les cylindres, de toute façon je suis obligé. Mais on voit bien que c'est pas du tout la même épaisseur hein, entre les deux. Voilà, il y a presque un demi-centimètre. Hein. Donc en fait quand on monte un vilebrequin Tour Eiffel, ce que j'avais fait sur ma Dyna-X, c'est possible. Hein. Il y a une fiche additive au manuel d'atelier qui dit comment on fait. Quand on monte un vilebrequin Tour Eiffel sur les modèles avec les anciens cylindres, il faut faire ici une encoche sur le bas de la chemise pour pouvoir passer le vilebrequin. Et aussi, il faut retoucher des nervures à l'intérieur du carter moteur. Donc ça, je devrais le faire. Donc voilà, si vous restaurez un moteur de Z1, sachez que c'est possible de mettre un vilebrequin Tour Eiffel. À la condition de faire ces deux modifications, le bas des chemises et la retouche dans le carter moteur. Bon, je vais dépouiller le nouveau cylindre, le cylindre de PL17, pour retirer toute la culbuterie. Donc comme ça me donne l'occasion de vous montrer juste le démontage de culbuteur de type RJH. Alors, il y a plus de pièces qu'avant, hein, vous allez voir. Alors déjà, il y a un bouchon avec un filtre, petit filtre là, c'est fragile. Un joint. Caoutchouc. Une rondelle qui est bombée. La partie bombée doit être vers l'extérieur. Voilà, le couvercle. Et derrière le couvercle, il y a un ressort. Voilà. Donc, pour démonter le pivot, il faut la clé dont je vous avais parlé, une clé qui est meulée, hein, qui est assez fine. Voilà, qui se met en bas sur les coups du bas et sur avec les coups du haut, on dévisse. Voilà. Alors, le démontage des soupapes. Alors, pour démonter les soupapes, il faut un lève-soupape, un outil que j'ai pas. D'habitude, je l'emprunte à un copain, mais là, avec le confinement, je peux pas. Donc, je m'en suis fait un là. Alors, c'est tout simple. Hein. J'ai pris un bout de fer en U, comme ça. J'ai fait deux trous. Et avec deux tiges filetées, une qui est à la dimension du trou de graissage ici. Et puis j'ai mis un écrou papillon ici pour pouvoir bien appuyer sur la soupape, sur le levier de rappel. Donc voilà, donc c'est tout simple. Normalement ça devrait bien aller. Donc il suffit de visser. L'outil c'est un peu le même principe. Hein. L'outil Point il est un peu fait sur le même principe. Voilà, donc on fait appui sur la fourchette. Voilà. Alors il faut commencer par retirer un petit segment ici. Alors, je vais le mettre bien en face, voilà. Par exemple avec un objet pointu comme une vis. Il faut mettre son pouce pour éviter que le segment il aille sauter et se barrer quelque part dans le garage.
Voilà. Voilà, petit segment. Avant de baisser la fourchette, je vais remplir le cylindre de chiffon pour éviter que la soupape descende. Normalement, il faut la mettre sur une espèce de mandrin, mais j'ai pas ça. Donc, je suis bien bourré avec les chiffons. Voilà. Comme ça, je pourrais baisser la fourchette sans que la soupape descende. Voilà. Voilà. Voilà, on retire les deux demi-lunes. Une. Et deux. Donc, la demi-lune, je sais pas où elle s'est barrée, elle est là. Bon, je vais y aller avec les mains. Voilà. Deux demi-lunes. La coupelle qui maintient les demi-lunes. Et le petit segment d'arrêt. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on n'a plus besoin de l'outil parce que de l'autre côté, ben, la fourchette n'est plus en tension. Voilà. Donc, on peut retirer tranquillement le jonc, enfin le segment. Voilà. Et après, les deux demi-lunes que je vais rechercher avec mon aimant. Une. Bon, ça c'est la coupelle. Et voilà. Les deux demi-lunes, la coupelle et le jour d'arrêt. Il faut vérifier si les soupapes n'ont pas trop de jeu dans leur guide. Bon là il y en a un peu, mais c'est pas... De toute façon il en faut quand même un peu du jeu. Hein. Il ne faut pas que ça soit serré. Mais ouais, il y en a un peu moins sur l'admission, un peu plus sur l'échappement, ce qui est normal. Ça chauffe plus sur l'échappement, donc c'est normal. Bon, côté admission, bon, il y a un bon décaliminage à faire, mais les soupapes sont pas abîmées. Enfin, surtout celle d'échappement, il faut vérifier. Par contre, il y a un bon rodage à faire. Bon ben, je pense que ça aurait besoin d'un bon rectifiage. Malheureusement, ça ne sera pas possible pendant le confinement. En plus, j'ai pas de quoi roder les soupapes. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait assez d'émotions comme ça pour aujourd'hui. Donc, bilan, les cylindres sont morts. Le vilebrequin est mort. Donc, je vais essayer d'adapter un vilebrequin Tour Eiffel sur ce moteur. Je vais essayer d'utiliser ces cylindres-là. Bon, ça commence à faire beaucoup. Je crois que ce que je vais vérifier, c'est le carter moteur. Je vais bien le nettoyer, je vais regarder s'il est en état. S'il n'est pas en état, ben, je vais laisser tomber. Mais bon,
je baisse pas les bras, je vais continuer ma série de vidéos, quitte à l'arrêter et la reprendre plus tard quand je pourrai faire les rectifications et quand j'aurai tous les outils pour continuer. Mais bon, pour l'instant je m'arrête là, à bientôt pour la suite. Allez, au revoir.